Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Je m'appelle Arthur et je voudrais prendre quelques secondes avant le début de cet épisode pour vous présenter mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous pourrez y retrouver des conseils de méthode et d'organisation, des choses simples, efficaces pour être prête le jour J. Des cours aussi sur les œuvres au programme qui correspondent aux épisodes de ce podcast. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast et des épisodes, aufonddelaclasse.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que selon la Boétie, la solution contre la tyrannie, c'est tout simplement de cesser d'obéir. Dans cet épisode, on va s'intéresser au remède que propose la Boétie contre la tyrannie. Et ce remède, on peut le dire, est un peu inattendu, presque déconcertant dans sa simplicité. Il ne s'agit pas de renverser le tyran, ni même de se révolter, mais simplement de cesser de le soutenir. Dans le discours de la servitude volontaire, la Boétie écarte explicitement ce qu'on pourrait appeler une solution évidente, le tyrannicide. Et il le fait en s'appuyant sur les grands exemples antiques. Harmodius et Aristogiton, qui tuèrent le tyran d'Athènes, Brutus et Cassius, qui assassinèrent César. Ces hommes sont des figures héroïques, d'une certaine manière, de la tradition antique, et la Boétie ne nie pas leur courage, mais il montre que leur geste n'a pas suffi. Ils ont bien brisé la servitude d'un instant, mais ils ont péri, dit-il, au grand dommage pour le malheur perpétuel et pour la ruine entière de la République. Autrement dit, tuer le tyran ne règle pas le problème parce que le problème n'est pas le tyran. Et quant aux autres conjurations contre les empereurs romains, celles qui ont suivi César, la Boétie, est encore plus sévère. C'était, dit-il, que l'œuvre de quelques ambitieux qui voulaient chasser le tyran pour mieux garder la tyrannie. En fait, ils ne voulaient pas supprimer la tyrannie, ils voulaient tout simplement prendre la place du tyran. Et donc le tyrannicide est donc au mieux inutile et au pire dangereux parce qu'il ne touche pas à la racine du mal. Et la racine du mal, on la connaît bien depuis le début du discours, c'est le consentement du peuple et pas du tout la personne du tyran. Le vrai remède, donc, il est ailleurs. Et la Boétie le formule dans une des phrases qui est la plus forte du discours, la plus célèbre aussi. « Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. » La formule la plus célèbre, elle va arriver d'ailleurs un petit peu après. Mais regardez ici la construction en antithèse. Pas de lui ôter quelque chose, ne rien lui donner. Ces deux formulations, elles semblent dire la même chose, mais elles ne disent pas du tout la même chose. Ôter quelque chose au tyran, c'est un acte actif, violent, qui suppose un affrontement. Ne rien lui donner, au contraire, c'est un acte de retrait, en apparence passif, mais radical dans ses effets. On ne combat pas le tyran, on se retire, on cesse de le nourrir. Et ce retrait du consentement a une propriété remarquable, il est inattaquable. On ne peut pas punir quelqu'un de ne pas obéir si tout le monde cesse d'obéir en même temps. La répression, elle n'aurait pas de prise ici, parce qu'il ne s'agirait pas d'individus isolés. La répression, elle n'a pas de prise sur un peuple entier qui refuse collectivement de soutenir le tyran. Et cette idée peut être abstraite. La Boétie la rend très concrète par une des métaphores les plus célèbres, celle du colosse. Elle est précédée d'une série d'interrogations rhétoriques qui la préparent en quelque sorte. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte ? On a déjà rencontré ces questions dans les premières pages du discours, parce qu'elles figurent dans l'apostrophe véhémente au peuple qui est au début. Mais les voilà qui reviennent, on va dire, dans un contexte un peu différent. Pas pour accabler le lecteur de honte, mais pour lui faire comprendre quelque chose d'essentiel. Le tyran n'a pas de dieu propre, ce sont les vôtres. Il n'a pas de main propre. Ce sont les vôtres. Il n'existe finalement parce que vous lui donnez. Et si vous cessez de lui donner, il n'est plus rien. Et c'est exactement ce que dit l'image du colosse. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. C'est ça la formule peut-être la plus célèbre de ce discours. Et je vous cite le petit passage où elle s'insère. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler,
mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Un colosse, une statue monumentale donc, évidemment impressionnant par sa taille. Et il semble être invincible. Il écrase le public de toute sa hauteur. Mais sa solidité dépend entièrement de sa base. ôtez-lui la base et le colosse s'effondre de son propre poids sans qu'on ait besoin de le frapper. La violence n'est donc pas nécessaire. Elle serait même contre-productive parce qu'elle supposerait un affrontement que le tyran pourrait gagner. Le simple retrait suffit. Et remarquez la précision de la formule, je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler. La Boétie anticipe l'objection de ceux qui diraient que c'est quand même difficile, que ça demande du courage, de l'action. Non, juste ne plus le soutenir. Et la Boétie pousse le paradoxe encore plus loin. La liberté ne coûte rien, il suffit de la vouloir. Et ça, c'est la suite. Mais quoi ? Si pour avoir la liberté, il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait ? La question rhétorique ici, elle est un piège assez élégant, parce que si la liberté est si facile à obtenir, si, comme dit la Boétie, un simple vouloir suffit, pourquoi est-ce que les hommes ne la veulent-ils pas ? La réponse implicite, et celle que tout le discours a construite depuis le début, les hommes ne la désirent pas parce qu'ils en ont perdu la capacité, la mémoire, ils ont perdu la capacité de la désirer. L'habitude, la coutume l'a étouffée, l'ignorance l'a effacée. Et ils ont pris l'état de leur naissance pour l'état de nature. Ils n'ont jamais goûté à la liberté, et donc on ne regrette pas ce qu'on n'a jamais eu. On en a déjà largement parlé. Et c'est là que la boucle se referme. C'est pourquoi le discours lui-même est nécessaire. Avant de vouloir la liberté, il faut en avoir goûté le désir, et précisément, c'est ce que l'éloquence de la Boétie s'emploie à produire chez son lecteur en rappelant ce que c'est que la liberté, en faisant sentir la saveur par la force de ses images, de ses exemples, de ses métaphores. Défendre et entretenir la liberté, c'est notre parcours, notre programme, eh bien, c'est d'abord rallumer en ceux qui l'ont oublié l'envie de la vouloir. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur le remède proposé par la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.